Les populations de Raoto et de Kpémé savent aujourd'hui que malgré le fait que le phosphate est exploité chez eux, ils n'arrivent pas à en bénéficier comme il le faut. Moi, ma mère est de Atikesime. Ça, c'est à Amenira, dans le Vaud. Et jusqu'en 2019, quand moi je suis allé, on est venu dire aux populations d'Atikesime que les gisements de phosphate ont affecté... Carlos. Oui. Carlos. Oui. Si de temps en temps tu cites des noms de Togo, là, il faut demander si les gens connaissent. S'ils connaissent où est Atikesime. Pour voir si les Togolais de la diaspora maîtrisent un peu la cartographie du Togo. C'est important pour ceux qui sont là. On va te donner la réponse. Est-ce que il y a des gens qui savent le village d'Atikesime, ou bien de Momedabati, ou bien de Achansi, ou bien de Pekpelekpenu, ou bien de Yohonu? Ça, c'est les villages proches d'Amenira que je suis en train de citer. Non, ce n'est pas le Yoto, mais c'est dans le Vaud. Mompati, Momedabati, Momeragou, et tout ça. Donc, il y a tous ces villages-là. Donc, Atikesime est juste fait frontière avec Dabati, qui un peu est lié vers Ahaotwe. Et dans cette zone, le phosphate, on vient dire aux populations que le phosphate est en train de gagner leur village. Donc, à un moment donné, ils vont déguerpir, ils vont enlever leurs champs, ils vont enlever leurs habitations pour laisser place au phosphate. Vous voyez un peu le scandale. Et c'est des gens qui sont là, dans leur milieu, ils ne savent rien de ce qui se passe, ils savent qu'on exploite le phosphate et que c'est les richesses du Togo, et ils n'en savent rien du tout. Vous voyez un peu comment cela se passe, où les ethnies sont là, dans leur localité, et que le pouvoir politique qui est assimilé à une ethnie vient les déguerpir sur leur propre sol. Cela crée naturellement des frustrations. Et ces gens-là ont l'obligation de se révolter. Et ça crée des frustrations internes au point où c'est ça qui va arriver à exploser. C'est pourquoi au niveau de notre thématique, de notre développement, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la façon dont il faut mettre toutes les forces de frustration en jeu pour lancer un mouvement d'ensemble afin que chacun puisse être concerné par la lutte. En 2012, nous l'avons fait en créant le CST. J'étais membre fondateur en tant que président de la coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme et en tant que président des journalistes pour les droits de l'homme. Donc j'avais mis mes deux organisations au sein du CST. On s'était dit qu'il y a tellement de frustration au Togo, et les problèmes au niveau du téléphone, les problèmes d'électricité, les problèmes fonciers, les problèmes ethniques, les problèmes de frontières, les problèmes... Partout, il y avait des problèmes, à part le problème politique général, l'eau, l'électricité et tout. Et il fallait... puis les problèmes des libertés fondamentales. En 2012, il y avait cette histoire de tentative d'atteinte à la sécurité nationale avec Pachanya Simbe qui était en prison et tout. Et il avait été déclenché également cette histoire d'affaire d'escroquerie internationale qui impliquait Pascal Bodiona, Bertin Agba et les autres. Donc, les frustrations étaient à leur summum. Et on s'était dit, il faut concentrer, il faut mutualiser toutes ces forces de frustration pour créer une mobilisation afin d'impliquer tout le monde. Et vous avez constaté que le mouvement collectif Sauvons le Togo a marché. Tout simplement, chacun se sentait concerné. Et c'est ce que nous allons commencer à réfléchir, à faire aujourd'hui, en voyant que dans tous les milieux et dans toutes les familles, même au niveau de tous les individus, il y a des frustrations qui sont étouffées et que les gens sont obligés de dire Chikonami. Mais quand vous le dites, il faut maintenant l'extérioriser à travers l'adhésion aux mobilisations. Et c'est ça qui est l'objet aujourd'hui de notre live, mais qui va être peut-être qui va revenir sous des formes plus détaillées. Tapoter, partager, ça a été le bon lien, tout pas, on ne peut pas. La ville de Mango, en région Savane, c'est un paradoxe. Parce que... Le live est en train de boguer là, tapoter, partager, s'il vous plaît.
Parce que, vous savez, la ville de Mango est une ville qui est très riche sur le plan écologique, où on peut facilement exploiter la faune et la flore pour faire des richesses et créer un espace de tourisme pour les populations. Mais malheureusement, les autorités se sont opposées à la population qui devait bénéficier de cela et ont exercé de la violence sur la population. Et si vous connaissez les histoires de Agombio, les histoires de Mango, de la foule de Mango, avec le colonel Djoua et les autres, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont eu lieu dans cette zone, où les militaires allaient dans les maisons des gens pour ouvrir leur casserole, voir si tu as un gibier dans ta marmite. Si tu as un gibier dans ta marmite, on te prend et, tenez-vous bien, on mettait les gens au poteau, hein, exécution sommaire au poteau. Le général Djoua venait, on mettait les gens au poteau dans la faune et il sortait son pistolet, il les abattait froidement et il repartait. Ça, c'est les populations de Mango qui ont vécu. C'est Carlos, oui. je vais témoigner quelque chose concernant de ce que tu viens de dire. Okay. On était en mission à Mango dans la faune. Le chef de Kumongu Camp, commandant Djoua, parce qu'on a vu, il a tué la Gouti et on a ouvert sa marmite. On a trouvé la viande d'Agouti. Commandant Djoua a frappé ce chef-là. Il est le chef dans le Kumongu Camp, entre Faré Haut et Faré Bas. Donc, ce commandant Djoua, il a attaché ce chef à l'hélico, il a démarré l'hélico et jusqu'au marché de Mango, le chef se balançait en bas de l'hélico comme chose et il a coupé la corde et le chef est tombé dans le marché de Mango. C'est devant nous. Et des fois, commandant Djoua, surtout commandant Djoua, il dit que bon, mais maintenant, vous avez tué un gibier, vous allez prendre vos enfants et les départager, les mettre en morceaux pour préparer aussi. Et commandant Djoua prenait son PA et il tue 2 personnes parmi eux. Et après avoir fait ça, il regardait nos physionomies. Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on est d'accord? On n'est pas d'accord? Toi, le militaire il a lu dans ta physionomie, arrivé au camp de Gardien-Cyr, on te frappe jusqu'à tu n'arrives pas à marcher. Donc, le problème de la faune, les atrocités qui ont été eues lieu dans la faune de Mango, si on prend 100 ans même, on ne peut pas décrire ça. On ne peut pas décrire ça. Donc, merci mon frère Carlos. Et tout ce que tu viens de dire, dès le commencement jusqu'à présent, je demande pardon humblement à la pyramide de te faire revenir encore, parce que tout ce que tu viens de dire, c'est une vérité incontournable. Et c'est ça que le peuple togolais est divisé en morceaux jusqu'à présent. Il y a plein de témoins oculaires de toutes ces atrocités au Togo présentement. Donc, mon frère Carlos, merci. Et une fois encore, merci. Merci beaucoup Zogbia. Je pense que c'est un témoignage vraiment pertinent et que les gens qui ont vécu pendant ces moments, même les enfants, les arrière-fils qui ont vécu ces périodes-là, ont eu des témoignages de leurs parents. Et c'est ça qui crée aujourd'hui une certaine frustration au niveau de la population de Mango. Et je me rappelle, dans les années 2015-2016,
il y avait encore eu un comeback des autorités togolaises. Et nous avons même fait une enquête au niveau du journal indépendant Express et nous avons publié une enquête sur les dérives qu'il y avait encore eu où on demandait à la population de libérer l'espace pour que les animaux puissent rester tranquilles dans la faune. Vous imaginez, au Togo, où les gens sont installés sur leurs terres parce que, au nom d'une politique de l'environnement, où les autorités togolaises ont des bénéfices au niveau de l'international environnemental, le programme des Nations Unies pour l'environnement, et qu'on disait que si vous avez préservé des faunes, si vous avez préservé des flores, et que si vous avez des espaces de biodiversité, vous allez gagner tel point. Le gouvernement togolais, ça c'est sous Faure Gnassingbé, a décidé d'exproprier les populations, de les chasser pour installer les animaux. Et c'est dans cette fronde-là que, à l'époque, il y a un commissaire a été lynché. Le commissaire Amouzou, si vous vous rappelez, il a été lynché à Mango et il a été enterré après. Et le pouvoir politique a réussi à reculer par rapport à ce projet. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas épargnés parce qu'à tout moment, quand Faure Gnassingbé et son pouvoir reprendront le poil de la bête, ils reviendront avec force pour créer au niveau de Mango, au niveau de Loti, une zone de réserve. L'objectif, c'est de transformer toute cette zone-là en une réserve et puis chasser les populations. Ça, c'est une frustration historique. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des populations, au niveau des villages, au niveau des localités, mais qui ne sont pas dites, tout simplement parce que les gens n'ont pas les moyens de pouvoir rapporter ces situations, si ce n'est au niveau à côté de la presse, avec la société civile, et les gens ont peur pour des représailles, mais les gens sont très très révoltés. Le ministre Kanchati, qui a été ministre de l'Environnement jusqu'à sa mort, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il n'a pu rien faire, tout simplement parce que le pouvoir a cette stratégie de nommer un fils du milieu et de faire de lui un peu celui qui va répondre aux revendications des populations. Et il se trouve dans une situation complexe et contrariée. Il ne peut pas faire répression, il ne peut pas non plus aller dire à l'autorité qu'il n'a pas pu faire son travail de pouvoir atteindre l'objectif, celui de renvoyer ou chasser des gens pour laisser l'espace aux animaux. Et c'est là que le problème se pose au niveau de la domination ethnique où on place des populations, des fils du milieu dans une position stratégique pour les contraindre à s'opposer à leurs propres frères au nom d'un pouvoir politique. Et ça, c'est grave. Ça, c'est au niveau de Mango. On ne va pas épiloguer là-dessus parce que la réalité, quand vous posez des questions aux gens, aux Tchokosi, aux gens de Mango, ils vous diront beaucoup de choses là-dessus. À un moment donné, vous savez que on a voulu créer un corridor du gazoduc, comme on l'appelle, qui doit quitter le Nigeria pour aboutir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est un pipeline de transport du gaz qui va prendre toute la zone côtière de Lagos à Abidjan. Au Togo, les populations qui vont céder leurs terres et qui vont bénéficier d'une indemnisation tout simplement pour l'environnement et pour le projet, ce sont les populations de Béthiogbe. Les populations de Béthiogbe, dont le chef à l'époque, ça oui, c'est le lac. Oui. Carlos. Oui, je t'écoute. Carlos, oui, ce que tu dis là est très important. Ce que tu dis là est très important. Oui, Carlos, ce que tu dis là est très important. Le cas d'Anéhor, par exemple, avec Sina Lawson. Quand les gens d'Anéhor regardent Sina Lawson, ils se disent, ben, c'est notre fille et tout. Et Sina Lawson fait partie, justement, du Sérail. Non seulement Sina Lawson, je crois que les bases historiques de
Les bases historiques, c'est à partir de la clé. Carlos, si tu permets, je vais ajouter. Tché, vas-y. Oui, Tché, tu peux aller. Tu peux. Non, mais ce que tu dis là est pertinent et très important. Le cas d'Anéro, par exemple, on a Sina Lawson, qui est au cœur du pouvoir du Sérail. Qui font aujourd'hui qu'Anéro a de la difficulté à se soulever, parce qu'on voit Sina Lawson qui est l'élément, la figure du régime, mais en même temps qui est utilisé pour oppresser à la communauté. Je crois que ça bug un peu là. Oui, ça bug un peu. Je te laisse continuer. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Ok, d'accord. Mais non seulement Sina Lawson, qui est l'exemple le plus parlant. Monsieur Carlos. Oui. Je vais ajouter, je disais que ça bug de mon côté un peu, peut-être à cause de la connexion Internet. Mais je disais que ce que tu dis là est pertinent. Le cas d'Anéro, par exemple, avec Sina Lawson. Chez toi, ça ne va pas. Je te laisse continuer. Ça ne va pas. Donc, ce que Carlos dit, c'est très important. Il faut que tous les Togolais comprennent. Il faut que tous les Togolais comprennent réellement ce que Carlos vient de toucher. Ce que Carlos vient de toucher. Par exemple, à la conférence, je vais donner l'exemple de mon côté. À la conférence, que moi j'étais sorti pour éclairer le peuple togolais. Constitution, en tant qu'Américain. Oui, ils sont en train d'intervenir. Il y a une intervention là. Constitution, est-ce que tu m'entends? Sinon, il faut dire à Carlos de continuer. Je ne sais pas s'il m'entend. Je t'entends bien. Je crois que c'est toi qui ne nous entends pas. C'est toi qui ne nous entends pas. Je t'attends. Il y a Zobé qui était en train d'intervenir. Il y a Zobé qui est en train d'intervenir. C'est toi qui ne nous entends pas. Ouais. Il faut reconnecter pour nous entendre. Ok. Je disais que le stratégie pour la division dont Carlos vient de nous éclairer maintenant, il faut que tous les Togolais comprennent que vraiment nous devons travailler surtout sur la division que le régime sème entre nous. Du moment que moi je me suis présenté à la conférence pour faire tous ces témoignages, tout notre secteur d'État, Agbanakin, Seko, Kluvidonu, Jondo Kondi, Agopame, Sigbehwe, Atueta, Aklaku, jusqu'à et aussi à Vaughan en allant parce que ma maman est de Vaughan. Donc LPT Unir a vu que vraiment toutes ces communautés vraiment se sont concernées de ce que je viens de relater comme témoignage. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé en même temps mon oncle direct, Américain Vinko, secrétaire général du RPT. Et en même temps, il y avait la division dans nos secteurs là-bas. Et les gens accusaient Vinko, ils ont passé par Vinko pour monter certains que vraiment, pourquoi ce jeune-là, il ne peut pas t'entendre, ce jeune-là, ceci. Bien avant Vinko, les ministres qui sont sortis dans nos secteurs là-bas, le régime, le système les a utilisés pour faire taire les gens comme les Jondo, les Medeiros, comment on appelle les Potivi, la clé, et tout ça là. Donc, nous devons comprendre la division réellement que le régime a semée au sein du fils des Togolais, des fils de l'école du Togo. Et
Vikuno, et Tokuvi, et Atavi Kwatagan, et l'autre ethnie, ethnie Kabi, et Watiko, nous disons. Si vous vous rappelez bien, Agboibo, dans ces campagnes, il dit chaque fois que Hoho ne va. Mais ce que Agboibo disait en ce moment-là, c'est pour dire que vraiment, et il a bien dit que vraiment, que nous, les Wati, les EV, bon, il n'y a pas ethnie Wati, mais il y a ethnie EV. Nous, les EV, nous sommes les Kabiers du Sud. Ce sont des paroles de division. Donc, la division là. Et je profite encore pour rappeler aux Togolais que les militaires qui se révoltent dans l'armée, surtout nous les paras, comment on nous fait? On te largue avec hélico à 18h, nani les chons, et dans les deux flifliflions, c'est commandant doit nous prendre dans l'hélico pour nous larguer par la corde verticale dans la faune. On m'a largué plusieurs fois dans la faune avec Bénissant, Tété, Abonzou Kwami, l'autre là, Assis. On nous a largué, et Gazaro à Wambre. Donc, on nous a largué avec l'hélico dans la faune, en pleine forêt, et avec la corde verticale. On descend dans l'hélico avec la corde verticale. Donc, sans prendre rien. On reste dans la faune jusqu'à 8 mois. Il n'y a pas l'eau, on ne se douche pas, il n'y a rien. Alors que nous sommes poursuivis par les braconniers aussi. Nous sommes poursuivis par les chasseurs. C'est les chasseurs là qu'on appelle braconniers. Donc nous sommes poursuivis par les braconniers. Donc, et on dort sous les arbres. On monte parce que il y a plein de serpents là-bas. Donc, on nous oublie. Et jusqu'à miabe trio va vuvuna fokpo vuvuna miabe dortona, si tu nous voyais tu vas croire que nous sommes des fous ratés. Donc et c'est ces paysans qui sont repressés, les gens de Mango là, on va chasser, on va formia, ce sont eux, on est soutenus par nos frères qui habitent à côté de la faune. Donc nous vivons problème du Togo, elle est vaste. Donc, chacun de nous n'a qu'à prendre conscience pour qu'on libère le peuple togolais. Mon frère Carlos, il faut revenir encore, je demande encore pardon à la pyramide de te faire revenir encore pour n'ate pompo so et nous qu'il y a des divisions, les régimes ont été avoir mis, t'es divisé mis, et nous, l'une est à l'abri jusqu'à présent. Merci, mon frère Carlos. Merci beaucoup, Zobia, pour ce témoignage vivant et dans lequel je me reconnais totalement parce que mon père était garde forestier. Garde forestier, ça veut dire que il s'occupait des faunes et des flores du Togo. Il a fait le poste de forestier à Fazao, et poste forestier à Alehiride, poste forestier à Daoudé. Donc, je vois bien un peu comment cela se passe. Bon, heureusement, pour lui, il n'a pas fait le Naboulgou, la faune de Loti au niveau de Mango. Heureusement pour lui, sinon peut-être qu'il aurait été aussi impliqué dans cette dérive du commandant Djoua. Mais c'est très très sérieux. Je pense que à l'époque, moi, ce qu'on me racontait, c'est effarant. À la faune, quand les bêtes sauvages, les biches ou voilà les animaux sauvages viennent agresser les poules, les chèvres à la maison, vous n'avez l'occasion peut-être de les applaudir ou bien de les chasser et de quitter, de ne pas déranger vos poulets, de ne pas déranger vos chèvres et moutons. Sinon, c'est vous qui allez finir en prison ou bien au poteau. C'est comme ça et Djoua a toujours mené les actions. Donc c'est quelque chose qui reste aujourd'hui jusqu'à ce jour une frustration chez les populations. Nous parlions d'Anero, vous savez, au-delà de Sina Lawson. Sina Lawson est beaucoup plus discrète.
Mais il y a des responsables, des cadres qui se proclament peut-être d'Anéro, même s'ils ne sont pas forcément d'Anéro, qui attisent l'imposition du régime politique au détriment de la population. Maître Akereburu, qui vient d'être encore élu maire d'Anéro, maire de la ville d'Anéro. Mais il est plus pour l'idéologie politique du RPT UNIR que pour les populations d'Anéro. Même si, c'est vrai, il crée des activités, des projets qui devaient être peut-être mieux organisés et mieux orientés que ça, mais pour lui, il ne jure que par Fogna Singé, il ne jure que par le pouvoir RPT UNIR. Et si aujourd'hui, Maître Akereburu se prononce contre le RPT UNIR, ça veut dire qu'il ne sera jamais plus maire. Ça veut dire qu'il est élu. Et tout ce monde-là joue tout simplement pour faire plaisir à Fogna Singé et à son entourage. Et la division, et c'est ça qui est vraiment très dommageable, c'est que la division ne se fait pas au niveau de l'élite. On se dit que, voilà, nous sommes le RPT UNIR et que nous sommes de l'ethnie Kabye et que les autres sont des du Sud. Et c'est nous qui avons le pouvoir. Donc, tout ce qui se fait avec l'ethnie, avec le pouvoir politique... Merci beaucoup pour le témoignage. Comme tu l'as dit, je pense que ce n'est qu'un avant-première que les prochaines... je crois que Tché a des problèmes de connexion. Nous allons rapidement quitter Anéro. Nous allons à Tabigbo. Tabigbo où Ouassem, qui constitue une mine de clinker ou d'exploitation de ciment par des Indiens, avec Ouassem et Fortia, où on exploite du clinker à Sikakondi. Vous imaginez que cela ne profite pas aux populations et que les routes au niveau de Anéro, au niveau de Tabigbo aujourd'hui, sont déplorables. Oui, Carlos, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Oui, je t'entends, mais c'est toi qui ne nous entends pas. Je crois que tu ne nous entends pas. Il faudra tu m'entends? Une bonne connexion. Tu m'entends, Tché? Tu es en train de nous perturber là. Il faut, ta connexion là ne va pas là. Carlos se parle quelque chose de sérieux, mais ta connexion ne passe pas. Donc, vaut mieux de se cacher quelque part, Tché. Non, je crois que sa connexion ne tient pas bon. Il faut lui écrire si possible. Il faut lui écrire parce que sa connexion, il n'est plus avec nous là. Donc, je parlais de Tabigbo, où, quand vous allez à Tabigbo aujourd'hui, la route qui quitte la gendarmerie pour aller à la préfecture est serpentée et coupée dans des milieux par des ponts. C'est-à-dire que des ponts qui sont impraticables, qu'on ne peut pas traverser. Où l'érosion a détruit ces ponts-là. Ça veut dire que tu ne peux pas quitter la préfecture et la gendarmerie de Tabigbo, qui est au centre du marché, au carrefour du marché, pour aller directement avec cette voie, passer par, je ne sais pas, à Fonvie, comme pour aller à Zébé et à la préfecture. C'est impossible. Même si on passe par d'autres voies qui sont des voies parallèles, c'est difficile. Pour une ville où on exploite des milliards de francs CFA en clinker et en ciment. La route nationale, nous avons dénoncé ça, de Lomé à Tabigbo, ou bien de Tchévi à Tabigbo, qui devait transporter par des camions le ciment, mais on a débloqué des milliards, d'abord 3 milliards, chez le ministre Ayassor, parce que c'est lui qui l'avait exigé. Il a pris l'argent, il dit qu'il va développer et qu'il va construire cette route-là. Mais pendant plusieurs années, la route n'a pas été construite. Et quand Ouassem s'est prononcé pour dire que comment est-ce que nous avons financé une partie de cette route, ça n'a pas été fait, le ministre Ayassor les a envoyés se balader. Il leur a dit tout simplement que non,
il faudrait convertir cette route-là. Est-ce que vous me suivez? Il faudrait convertir l'argent là en taxe fiscale pour que on dise que l'argent qu'ils ont pris, ça a servi peut-être au ministère de l'économie et des finances. Nous avons dénoncé cela et on nous a condamnés à 200 millions de francs CFA à payer, tout simplement parce que on a révélé la vérité avec des preuves de paiement. Les chèques qu'on a émis pour Ayassor, à l'endroit de Ayassor, qu'il a encaissé 3 milliards de francs CFA. Nous avons fait une enquête et moi, personnellement, j'ai été inculpé par le doyen des juges d'instruction et j'étais sous contrôle judiciaire. On m'a interdit de quitter le pays et puis voilà, je devais répondre de temps en temps et tout ça. Même quand je suis parti, Ayassor a poursuivi ce dossier jusqu'à encore, malgré le fait que mon journal est fermé, on a encore fermé l'Indépendance Express pour 3 mois ou 6 mois, malgré ce journal qui a été définitivement fermé. Vous voyez, ça c'est un peu les dérives du pouvoir. Donc, au niveau de la faune, il faut parler aussi de la faune de Fazao. C'était une faune florissante. C'était un lieu touristique. Quand on était enfant, je me rappelle, quand on était là-bas, il y avait des touristes qui venaient de partout, de la France, de l'Allemagne, de l'Europe, des États-Unis, pour venir. Et ça faisait un peu une richesse culturelle, touristique pour la localité. Mais la fondation qui gérait cette faune-là, une fois le contrat fini, tout simplement parce qu'il y avait des problèmes un peu d'ego entre le gouvernement et certains de cette société-là, allemande, tout simplement, on a retiré le contrat et les populations sont rentrées dans la brousse pour abattre ces animaux qui sont devenus des gibiers. Aujourd'hui, la faune de Fazao, qui était une vitrine, n'existe plus. Et ces populations sont privées. Vous voyez un peu la méchanceté, c'est-à-dire que le pouvoir politique ne mesure pas la gravité de la privation des populations d'un privilège qui constitue une faune, un objet de tourisme dans la localité. Et là également, ils ont supprimé la faune et ils ont privé cette population-là. Donc, autrement dit, si nous voulons parler de façon générale, en liant l'ethnie à la richesse culturelle et naturelle, nous devons conclure que la richesse naturelle côtoie l'abandon socio-économique au détriment des ethnies qui sont manipulées. Et ces ethnies sont marquées par les injustices sociales et le maintien du pouvoir Faure Gnassingbé avec des mécanismes et les conséquences. Le maintien de la famille Gnassingbé au cœur du pouvoir qui repose sur plusieurs leviers. L'instrumentalisation des ressources pour alimenter le clientélisme et la loyauté, le contrôle des forces de sécurité et usage répressif pour contenir les manifestations et la marginalisation politique, les découpages électoraux fantaisistes et la pression sur l'opposition et limitation de l'espace physique. Voilà à quoi ce pouvoir a joué depuis près de 40 ans pour continuer à dominer le peuple togolais sur la base de manipulation ethnique. Quand je vais chez moi, je suis d'Asrama, dans le Raro, puisque Asrama fait partie du Raro 2. Et monsieur Kwame Klassou, ancien premier ministre, qui est naturellement originaire d'Agou, il n'est pas de Noche, c'est sa mère qui est de Noche, il est venu, il a laissé Agou pour venir prendre en otage toute la localité de Raro. Raro 1, Raro 2, en allant vers, comme je l'avais dit, Wahala, en allant vers, sur la route de Tatakpame, en venant vers la route de Tou jusqu'à Asrama, jusqu'à Tetetou. Il a pris en otage cette zone-là. Et c'est lui qui impose les personnes qui devront être élues comme maires, qui devront être élus comme conseillers municipaux, qui devront faire ci, qui devront faire ça. Et malheureusement, la zone d'Asrama aujourd'hui, qui est une zone frontalière, parce que Asrama est à environ 25 km ou bien 30 km de la frontière Togo-Bénin, qui tombe sur Azové, à Tou. C'est une zone où on cultive beaucoup de coton. Et il y a le fleuve Mono qui traverse cette zone, qui est une grande richesse parce que le fleuve Mono, c'est l'un des fleuves les plus grands fleuves du Togo. Et ensuite, avec l'économie florissante, frontalière,
où parfois les titans qui prenaient des marchandises traversaient la frontière pour rallier Noche avant d'aller au nord, plutôt que de passer par les tracasseries du port autonome de Lomé, en partant du port de Cotonou, où cette zone devait être développée. Ces populations sont laissées à elles-mêmes. Vous ne pouvez pas imaginer, et en fait, le calvaire et les tracasseries qui ont entraîné finalement la route de Noche-Tonou. Il y a eu beaucoup de corruption, il y a eu beaucoup de gaspillage, il y a eu beaucoup d'hésitation, il y a eu beaucoup d'intrigues politiques avant que cette route ne soit construite. Mais même si elle est construite, étant donné que ceux qui prennent la responsabilité de cette région d'Asrama, quand nous prenons Asrama, nous prenons Bové, nous prenons Bonou, nous prenons Sagada, nous prenons Tetetou, nous prenons voilà, tous ces villages qui sont dans la zone, mais sont privés de développement. Parce que celui qui se proclame être le patron de la zone n'a pas de vision de développement. Comme Iklasso, quand il était Premier ministre, qu'est-ce qu'il a pu faire pour le Togo? Il n'a rien fait, à l'image de Faure Gnassingbé. Ça veut dire que tout se fonctionne à la vision, à l'image d'un président de la République qui n'a pas la capacité, qui n'a pas de vision, qui ne sait rien faire du tout, et qui est là juste pour jouir du pouvoir. Donc, si quelqu'un ne le fait pas, il ne peut pas le lui reprocher, et on baigne dans cette médiocrité totale au niveau de l'État. Donc voilà comment aussi dans cette zone-là, on a laissé le développement et on a laissé les populations victimes d'une situation de manipulation ethnique. Et pour ce faire, on donne l'occasion peut-être à quelques individus qui se proclament comme les tenants du pouvoir à aller aux Évara, à être invités par le chef de l'État, à faire des trucs, et on les impose comme les représentants légaux de la population, en disant que les Adja. Mais vous ne pouvez pas imaginer, à part les Kotokoli, après les Kotokoli, dans la mobilisation politique, ce sont les Adja, parce que autant les Kotokoli sont juste d'une autonomie commerciale, d'une autonomie d'affaires pour essayer de développer leur famille et leur région, autant les Adja sont pareils. Donc les Adja sont les répondants des Kotokoli au sud. Et ils ont les moyens, et ils ont les stratégies, tout ça. Donc ils ont les richesses. Mais pour pouvoir contrôler cette richesse-là, il faudrait un peu les féoder au régime politique RPT unir pour survivre. Tous ceux qui ont tenté de ramer à contre-courant contre le régime étant Adja ont été obligés de reculer, ou bien ils ont démissionné, ou ils ont été affaiblis par asphyxie économique. Donc, il faut se rallier. Donc, on a un peu aussi considéré cette ethnie-là avec des gens qui ne sont pas forcément de cette ethnie. Monsieur Tengue, qui est aujourd'hui conseiller du président de la République avec Pascal Bodjora et tous les autres, là, il n'est pas d'Asrama, il n'est pas Adja, mais il répond au nom au gouvernement en tant que Adja, en tant que représentant d'Adja. C'est ça, parce que c'est sa mère qui est d'Asrama, et ils ont vécu à Noche pendant tout le temps. Il a grandi à Noche, il ne parle pas Adja, il ne parle pas Tengue, et il ne parle pas Adja. Ça veut dire qu'il n'est pas représentatif. Mais on l'a tout simplement imposé, et voilà, parce que on a voulu jouer sur cette ethnie, on a voulu jouer sur son imposition. Quand nous nous déplaçons dans la région centrale, à Sokoré, ça c'est la catastrophe. Les populations de Sokoré, avec l'arrivée de Tipi à Tchadam, ont démontré que ce sont des populations qui ne sont pas d'accord avec la réalité politique, avec la façon dont on gouverne. Cela remonte peut-être à l'histoire où il y avait un conflit, je sais pas, culturel entre les Kotokoli et les Kabyais jusqu'à ce jour, et les Kotokoli ne se sentent pas dominés ou avoir une certaine servitude vis-à-vis des pouvoirs kabyais. Mais la revanche donne l'impression aujourd'hui que, voilà, les Kotokoli doivent être brimés. Sinon, si un jour ils prenaient le pouvoir, ils vont d'abord s'engager dans une logique de revanche ou de vengeance, ou bien ils vont dominer et faire disparaître le peuple kabyais. Donc, le pouvoir joue également sur ça, sur ces deux aspects. L'aspect égo
et puis l'aspect conservation, hein, l'instinct de conservation pour ne pas se faire harakiri au moment venu. Et ils ont pris, au même moment, comme Zogbia venait de le dire, ils ont pris des cadres influents Kotokoli pour jouer ce rôle-là. Les Foli Bazi, les Adoyi, les Achadeji, donc qui est de Tchamba, et puis d'autres personnes, pour essayer d'apaiser les Kotokoli. Mais le peuple Kotokoli est une bombe à retardement. Et le Kotokoli ne tolère jamais, ne va jamais se laisser faire jusqu'au bout. C'est-à-dire que tôt ou tard, si vous les voyez aujourd'hui totalement silencieux, disparus dans le truc, mais sachez qu'un jour, c'est qu'ils se préparent à l'assaut. Et il faudrait que le moment donné, ou peut-être Tipia Chadam, une autre personne influente de Kotokoli viendra se dire que ben, ça suffit, il faut encore remonter la pente. Vous allez voir, les Kotokoli sont mobilisés. Et leur silence n'est pas synonyme de faiblesse ou de démission. Ils savent ce qu'ils font. Au niveau de Kara même, vous allez voir que même entre les Kabiais, il y a toujours aussi cette inimitié. Cette inimitié. Je vois un peu les tribulations qui ont été infligées à certains cadres de Kara. Je ne vais pas parler de Kouméa, qui sont catalogués comme des opposants naturels. Je ne veux pas parler de certains. Même jusqu'à Pia, il y a des gens qui sont victimes d'une certaine situation de marginalisation. Tout simplement parce que, ou bien, ils ont décidé de dire qu'ils ne sont pas d'accord, ou bien ils sont silencieux. C'est-à-dire que même le silence coûte. Quand tu es Kabiais et que tu ne te prononces pas, tu ne te dis pas que ben vraiment ça suffit, ben, ou bien je soutiens le pouvoir, tu ne te prononces pas clairement, c'est que tu es suspect. Tu as des problèmes. Il y a l'ancien douanier, je ne sais pas s'il est toujours inspecteur de douane, il s'appelle Tidier, qui, en tant que douanier, bon, il ne s'affiche pas en tant que membre du RPT au pouvoir, mais il a construit un grand hôtel et tout ça là. Mais tout ce qu'il a eu comme problème aujourd'hui, on le sait. Et je ne sais pas si son hôtel qu'il a construit à Kara, qu'on présentait comme un hôtel qui était trop voilà, pharaonique pour être à Kara, alors que la famille Yassibé n'en a pas construit, le président même n'a pas construit ça. On lui a fait plein de problèmes et il est resté dans la clandestinité. Et au-delà de ça, les autres localités de Kabiais, au niveau des autres villages, mais ne sont pas foncièrement d'accord. Même, vous savez, moi, j'ai réussi par curiosité, parce que je ne vais pas peut-être exprimer ma stratégie de camouflage ici, mais j'arrivais à pénétrer beaucoup de zones, même des zones interdites. Et au-delà de ce que vous voyez en façade de la résidence à Pia de Fort Gnassingbé, qui est présentée comme une résidence présidentielle construite par Eyadema, et que à côté, il y a des cases en banco, il y a des cases en paille et tout. Mais quand vous pénétrez dans l'ancêtre de ce milieu, de ce manoir, mais c'est tout un monde. Et quand tu Fort Gnassingbé et son pouvoir vit à Pia, dans un village reculé, au nord du Togo, mais vous diriez que ce monsieur-là, il ne sera jamais prêt à partir. Parce que quand vous rentrez, après les trucs là, à l'entrée principale où il y a les et tout, et vous voyez le musée Gnassingbé Eyadema, vous voyez là où la place des fêtes, mais au-delà de ça, derrière, c'est tout un paradis lumineux, avec des routes tracées, avec des jardins, avec des airs impossibles, incroyables. Mais quand vous imaginez ça, c'est comme si c'est un prince saoudien, quoi, qui, on a construit une résidence de prince saoudien à Pia. Mais cela ne se démontre pas parce que vous n'avez pas l'occasion de découvrir ce qui se passe. Et Carlos, je ne sais pas si tu m'entends. Vous ne pouvez jamais vous dire que ce monsieur-là, il est prêt à partir. Oui, je t'entends. Ok. Ben, écoute, c'est tellement intéressant ce que tu dis. On est tellement accroché à ton discours, à tout ce que tu nous révèles. Mais on voulait tellement continuer, mais on t'avait pris un peu de surprise là où tu es fatigué.
Donc, on va juste comme jeter un peu, donner un avant-goût aux panélistes. Et puis, on leur dit de se préparer pour la prochaine live, où on va aller encore plus en profondeur, n'est-ce pas, de cette ethnisation, la politique du Togo, et aussi de cette militarisation ethnique, cette militarisation, la cartographie militaire de militarisation du Togo, pour comprendre les vraies raisons du fait que les Togolais ne se soulèvent pas ensemble, et en même temps trouver des stratégies pour amener les Togolais à pouvoir aller vers la rupture du régime. Donc, cet aspect d'analyse, ça ne se dit pas beaucoup. Ça, je pense que cette pyramide est la seule organisation à aborder le problème togolais sur cet aspect-là, pour donner les vraies raisons de la non-mobilisation. Donc, je pense qu'on va peut-être aller vers la quinzaine prochaine minute, vers la fin du live, pour te donner le temps de te reposer et qu'on prépare vraiment le film. C'est juste comme un film, là, donne avant-goût. Alors, tout ce que les gens ont écouté aujourd'hui. Merci beaucoup, Thierry. Laissez-moi d'abord peut-être essayer de dire un peu quels sont les acteurs face à cette cartographie qui peuvent jouer des rôles sur lesquels nous allons parler prochainement. Il y a l'opposition politique qui est la coalition des forces de l'opposition, aujourd'hui qui est marquée par une opposition acéphale, incarné par le M66, et aussi des formes politiques internes. Il y a la société civique et les mouvements citoyens, il y a la diaspora, il y a les organisations internationales, et puis il y a les acteurs économiques et les régulateurs, qui sont des gens qui peuvent jouer sur la situation actuelle afin que le Togo puisse avancer. Je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a des défis à surmonter face à cette situation, parce que aujourd'hui nous sommes dans une situation où il n'y a pas encore d'équilibre de force. Il n'y a pas encore en face du régime des gens qui sont capables de les affronter par tous les moyens pour constituer une menace. Donc, il faut, comme je le disais, transformer la frustration en changement durable. Il faut affronter plusieurs défis concrets. Les répressions, il faut les affronter. L'opacité de la gouvernance, il faut l'affronter. La fragmentation régionale, il faut l'affronter. Il faut maintenant la nécessité, comme le dit un peu le thème, d'une force de mobilisation générale qui propose bien sûr la structuration et aussi une politique idéologique bien claire pour arriver à faire comprendre au peuple et à chacun que dans toutes les régions, tout le monde est conscient et est concerné par les dérives du pouvoir. Cela permet de créer, comme l'indique pyramide, des forces qui puissent converger vers un seul objectif et combattre véritablement la dictature qui est en deuil ou régente le Togo. Donc, merci encore de m'avoir écouté parce que les réalités togolaises, comme le dit l'évangéliste Jean, c'est comme il dit que Jésus, c'était le plus fanatique de Jésus. Il a fait tellement de choses que si on devait l'écrire, le monde entier ne pouvait pas contenir les livres qu'on écrivait. Donc, les réalités du Togo, c'est comme l'histoire de Jésus avec les gens. Il y a tellement de choses à dire que si on veut tout détailler, vraiment, le monde entier ne contiendrait pas les livres qu'on écrirait. Donc, je m'arrête là en promettant de revenir pour encore plus apporter de la lumière et du détail sur les questions sur lesquelles nous sommes attendus de travailler. Merci, Thierry. Merci beaucoup, Carlos. L'idée, c'est d'arriver avec une plateforme revendicative nationale qui rassemble tous les problèmes de toutes les localités du Togo. Quand l'appel sera lancé autour de cette plateforme revendicative, chaque village, chaque région va se retrouver là-dedans. Il n'y a pas de raison à ce que chacun ne se toute communauté ne se soulève. Mais je voudrais quand même que tu nous donnes un peu plus d'éléments pour la résidence
le fort Apia. Moi, c'est la première fois que j'apprends que c'est vraiment une citadelle d'un prince saoudien Apia. Je ne sais pas si les Togolais le savent parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Toi qui as réussi à, par la force des choses, à aller découvrir, est-ce que tu peux pas nous donner un peu plus de détails là-dessus? On aura l'occasion d'en parler. C'est vrai que on ne peut pas prendre des photos parce que c'est une citadelle vraiment privée et il y a des réalités folles. Il y a des réalités folles où on se demande, parfois je me pose la question, si un jour, comme on le fait dans les autres pays, on arrive à chasser fort du pouvoir, est-ce que on aura l'occasion d'atteindre sa forteresse de Pia pour pouvoir le déloger, comme on l'a fait pour certains dirigeants? Blaise Compaoré est parti, les deux sont partis. Les autres, ils ont hérité des résidences présidentielles qui sont officielles. Mais là, c'est toute une citadelle privée, familiale, construite, protégée et emmurée dans un cadre et avec des structures vraiment basiques qui permettent à force de vivre là-bas autant qu'il voudra sans être atteint. Ça, c'est un problème. Donc, cela fait que ce sont les forces internes qui peuvent aider à pouvoir clarifier un certain nombre de situations. J'aurai l'occasion, mais je vous dis, on en arrête pour l'instant là, parce que c'est pour juste pour vous donner une idée du luxe dans lequel les gens vivent et de la protection qu'ils ont faite. Quand les gens vont aux obsèques de Gnassingbé Yadema tous les 5 février, ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a de façade. Hein? C'est ce qu'il y a de façade. Mais ce qu'il y a dans le contenu, au fond, c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas imaginer. Les gens, peut-être un jour, quand le régime tombera, quand les gens auront les images, ils vont dire que tout ça là aussi, ça existe au Togo. Mais ça là, ça existe au Togo. Donc, on aura l'occasion d'aller dans les détails de ces réalités. Et ça, ce n'est pas seulement à Pia. Il y a d'autres lieux où on a construit également des citadelles et des forteresses qui permettent. C'est pourquoi, malgré l'affront, malgré les contestations, Fort peut se permettre de quitter le Togo, d'aller en Italie et d'aller dans tous les pays comme il veut. Et puis il revient en toute sécurité, même si il apprend que ailleurs, à Madagascar et ailleurs, il y a des coups d'État. Tout ça là, il n'est pas inquiété parce qu'il a assuré les arrières avec des hommes sûrs que nous connaissons d'elle. Wow. Incroyable. En tout cas, merci beaucoup, Carlos. Comme on l'a dit, on va aller vers la fin de ce live. Tu es là. Est-ce que tu veux juste donner quelques commentaires par rapport à tout ce que tu as entendu? On sait que tu es un vieux de la vieille. Tu as été militaire, tu es passé par plusieurs régions au Togo. Tu as touché la réalité du pouvoir aussi du point de vue militaire. Est-ce qu'il y a un commentaire à faire avant qu'on arrive à la fin de la vie? Désolé pour ceux qui voudraient bien monter et poser des questions, mais on a voulu faire une version très courte aujourd'hui. Et la prochaine fois, on aura l'occasion de vous recevoir pour que vous puissiez ajouter ce que vous savez ou même poser des questions à Carlos sur la réalité. On veut toucher la réalité du pouvoir togolais, surtout pour éclairer davantage la diaspora sur plus on connaît le mal, plus on sera mieux préparé pour que nos outils de guerre soient plus adaptés à la réalité. Si on ne connaît rien, ben on risque, par exemple, la citadelle là, on n'a aucune idée. Vous voyez, donc c'est pas facilement prenable. Mais si on connaît, on saurait s'organiser pour mieux. Donc, alors, Zoubert, la parole pour quelques minutes et puis on va continuer. Zoubert, avec nous. Ok, Pyramide, merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Et je remercie énormément notre frère ami Carlos. Mabioso, Miabobe, Carlos voulait toucher point D. Dernier point important, très important, le Togovio, puisque nos biotogovio c'est vivre. Nous kennaye au monde on a fait toma. Nous kaye aussi na te kwa gbe câble toma. Nous kaye aussi na te gbe kotokulu ala ne hotoa pour we gbele luitama.
Nkati aussi na te ko evo ganto le ke o. Et elle a non raison bidon. Et en tout temps à mon temps se retrouver non. Donc à Carlos be émission à kebele on a mi fia. Ye nu ko mele gboa. Na gbeto le dajia no tu ba deji o la nyan ke le podomenia. Magba dakpe ne Carlos. Magba bio la mesene. Et magba bio nyanyane. Yebe intégrité parce que avec mon négocier na yebe dignité ou ne ba mais on a très cher na donc il n'a qu'à continuer dans ce sens et pyramide mi akoe ne mi agba troyo ya no wi Carlos Sabava ne mi prend temps voir mi en campagne de 3 jours ne Togo vio no wa do kame ne question de Léa ou a poser do Carlos nous a posé ne amekenya de lemea le nous kwade toto me le nous tepe wo wome ne mi ate so hunkum ne mi anovio ne mi atone nya anovio Togo vio et quel qu'en soit nous sommes tous des frères que c'est le système qui nous a divisés c'est le système qui nous a opposés et comment le système nous a opposés nous devons le comprendre, nous devons le connaître. Mais le système a été divisé, Mido. Là, nous avons arrêté machine de division. Oh, ya kableto oni, o ya anehoto oni, madu pomiona, kableto ame kome miuna, kotokoli on kechum le sitero, le keno le do, parce que quand tu touches point gangando, il est keye etinido va prendre etinido en otage parce que tu ne peux pas être un kabien, ne peut pas être un chef du village dans la prophétie de Lac. Va ne nous les job. Mais division est poussée à mon, elle va pousser à mon dans l'avenir. Elle va une guerre civile va. Donc à nous que émission que Carlos Sulewa ma de kukune Togo vile pepe no humble ne ba keto ne ba honsusu ne question de lait alors nous que gomemus le siwa ne ba c'est parce que on est appelé à être ensemble à développer notre pays on est appelé à être ensemble pour construire pour libérer le peuple togolais donc à pyramide man ma gwa no dakpe no e ngbalé dakpe ne Carlos Chan et nous gangando les atrocités gangando les et toi et nous Carlos se les toucher faut n'aber me problème wa ne prochainement ne Carlos trova ne m'y a détaillé le plus repressé au Togo c'est les gens de Mango Afiko ou atrocité c'est vrai c'est à Mango c'est à Mango et c'est la préfecture la plus sinistrée hein. C'est une préfecture la plus sinistrée. Développement comme le Mangoire, tu peux pas mener l'eau. Rien. Même le président centrafricain là a été logé à Mango. Miawenye be garde corps le fou, miawe protégé né. Et qu'on a nous et qu'on a nous kaka fanavi. Et qu'on a nous kaka fanavi. Ça dit ben il nous explique beaucoup de choses. Vois qu'on peut expliquer nous non la tournobe il y a des mamulo no anwe de wa et a analysé de minutieusement qu'on peut non patate de nous comme sugbonamito wa magba dakpene Carlos amo le miasi yan ko jono mi o si me a noa e Togo ya ba no mi gba nglo be gbere o mi o mi itusu wo Afike mi ekomi wo nwedi owa mi o mi ajrodo ekomi wo nwedi mi aso funu akenso yi ne mi ate ne le no adu abate ba nya no na mi ne mi ate ba no me ne mi acha mi apase me ne mi abe jeune frère o wa Carlos akpe ndo no pyramide mi le bioso go fermement apo life a ele hunkum ne etogovi sugbo Apo life a ele na Togovi sugbo tele monde nous sugbonti ye enua histoire le no à venir parce que boycotter a egbe aso ami po résultat final là donc ane pyramide blemi be nyao be nu ya lekeleke egbe eso ami yen vai
quoi nous que Carlos au attaquer na débat gangando et nous et sujet gangando wa et nous et jona dina nyereka et on a sondage en bakone be et Togovio à base de la pyramide monsieur Bolo. Merci donc à passer bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Ne masok pe yare comme nyendo gengbe su boa. Ne masok pe ya enibe division kemlet blobena on le créer de façon artificielle. Ne va se mettre à Mokoni Kabie du Sud-Ouest en difficulté par rapport na régime noir globo leur donner régime. Enibe na les Dvopatabelo, le Togo Kekeware dans toutes les préfectures, ils ont réussi à créer et du virer Keni et du diriger considéré comme le village des Kabiens. Gamea, à me porter le blobé, Founois et Jouamea, Kabletom Joué, donc à Odo chef, Nende Joua, c'est eux qui supportent le parti au pouvoir. C'est eux qui sont les militants directs des partis au pouvoir. Et on crée tellement des informations que à Moa, ils sont obligés de jouer ce rôle-là. Et à Messia Menanayo Blabena, oh, et Nende John Bereka, Nende Joseph Bereka, Moa, il a attaqué. Il faut voir dans le Yoto. Et durant le Yoto, il y a le Yoto copé. Yoto, dans la préfecture de Yoto, en plein sud du Togo, et durant le Yoto copé, c'est composé à 90% des Kabiens. Mais, Améré, il n'a qu'à nous dire ici. Et là-bas, c'est que on est arrivé à dire que le chef du village de Yotokopé, le chef Kabien, va être le président des chefs de la localité de tout le Yoto. Et ça crée des polémiques entre les gens. Alors que, à mon connu chef Kabien, de population Kabien, tout simplement parce que on leur dit que c'est votre fils qui est au pouvoir. Si vous ne faites pas, vous ne votez pas pour lui, ça va créer des problèmes. Même chose, par exemple, dans la préfecture de Tchaoudjo. À l'égard des maisons, je crois que Fofana, le ministre actuel est de Kemeni. Non, au Djol, à l'égard de Kemeni. Il y a un petit village là-bas qui s'appelle Doucidé. Pour ceux qui connaissent. Doucidé, le Founois, c'est un village kabien. Qui est composé, mais c'est composé, à moi, nous sommes de Choré. C'est un petit village composé de petites cases, une vingtaine de cases. Une centaine de personnes. Mais, eux, ils sont plus en dominance de la gestion et de l'influence politique dans la zone plus que les gens de Kemeni. Kemeni qui constitue un grand village qu'on peut moderniser. Et c'est la même chose partout dans le pays. Il y a des villages, même Soutoubois est un pays, est une localité kabien au cœur de la région centrale qui est consacrée au Kotokoli. Mais comment cela s'est-il fait? Et surtout, moi, aujourd'hui, que tout ça là, c'est un mélange de Kotokoli et de Kabien, mais où les Kabiens ont de l'influence. Tout simplement pour essayer de faire comme, je ne veux pas dire les Juifs, qui ont essayé de créer des empires un peu partout pour arriver à dominer sur tous les plans. Mais eux, ils ne dominent pas sur les plans économiques et tout ça là, mais c'est sur le plan politique et ethnique. Au point où, quand tu te présentes comme tu es de telle ethnie, automatiquement, tu as droit à tout et tu peux être hors la loi sans être inquiété. Et c'est ça qui est très grave. C'est ça qui est très grave. Tché, Massoud Benon. Carlos, au Kwabe, moi, côté de l'Enaïchan, au sein de nos frères Kabiens, il y a panique de l'Enaï, parce que au Kwabe, il y a un régime azin, so blé nous soubo, so répression soubo. Américain, le cadre le prend conscience, mais vers la fin de ce régime, yo Kableto, yo y a des problèmes. Exemple en est que il y a un jeune Kabien, me le coupure les après à home les lomé. Et puis bah on a donné un Kabien, jeune Kabien. Et oh papa amène toi. Amène le benoît non le fil, on va joggi a fille y a pas bédoué allo. Fille y a pas bédoué allo. Et ben on qu'il y a joggi, ben yo le que le po noir do ya
et ya et maîtrise les ici kumbe ba e be plan me enua électricité be do voilà que le po noa de que no vi no noa ne régime a tombé à ola wu yo câble to keke embe obo ngbagbulu nenu frère mini eve o wonu bada enua enu ko joa ne me nyale kemila interpréter do wa la ba créer division bu be egbo wudo gbonua egbo evona le pomena me egbo wudo gbonua egbo evona le pomena me donc ko gbe mondier etini ko il faut commencer par conscientiser un frère Kabie que nous tous nous sommes des frères et ne peut pas matin diviser mieux les pouvoirs et politiques elle va diviser mieux mais comme tu reconnais que vraiment nos frères Kabie mais le système a réussi à opposer les Kabie ou bien les ethnies au point de ne nous entendre à quoi beaucoup toi les Carlos amekoso à partir de Sokore kaka so hier mia su du tomi yo no be cableto akeke wa cableto ko nyina mi yo no be cableto c'est vrai alors que ce n'est pas la réalité alors que ce n'est pas il y a les bassars les kotokoli les moba les chokosi les lamba et tout ça là les nauda mais wa pata keke wa cableto mi e ko mi yo no mi traité non vois les océans et régime wa gbo kaka et donc le nord a keke so s'associer ne yebe crime. Les gens venant du nord et autant pour la côte avec on y avait nord toi et mouya on y avait nord toi et mouya et mio et nous quelqu'un et nous mais on va étudier droit à conscientiser droit un kenyi citoyen un kenyi patriote un kenyi New York ne mi atteint de mal gardé be yintoro puisque kaka brodebe gamea famille doléa on ballon ne wa be violer de front les familles de nous jusqu'à présent famille doléa on battait famille ama de sur les familles à cause des atrocités de autant d'abroder. Voilà, les que nous ont duré au-delà de 61 donc commençons le plus tôt possible pour conscientiser, pour éduquer le peuple togolais, pour les éclairer, pour les faire comprendre que c'est le système donc à Carlos merci. D'accord, ben merci. On va aller donc à la fin du live pour donner le temps à Carlos de se retrouver. Alors, la thématique qui va être reconduite la prochaine fois, c'est la cartographie de l'ethnicisation politique du Togo et la cartographie aussi de la division en zone militaire. Tout ça sont des mécanismes, des outils d'implémentation de la dictature et de l'impossibilité de avoir le sentiment de nationalisme, de se soulever. Alors si on connaît ça, on peut mieux s'organiser pour la révolte populaire, pour l'appelage de tous les jours, parce que c'est des obstacles sur le chemin de cette révolte populaire. Sinon, on va voir une communauté se soulever, puis l'autre communauté va être en attente. Et quand elle va se soulever, l'autre va être en attente. Et quand on aura le temps de réprimer toutes les communautés, on l'a vu à l'Oxfam, on l'a vu à Dakar, se soulever. Les autres sont en attente. Tout ça parce qu'ils ont réussi quand même à créer ce mécanisme de division. Et donc, sachant l'identifier pour donner des chances à la révolte, à la rupture, à la pensée rebelle, à l'indie. Et aussi à la force de la créer le tri politique. Donc, merci beaucoup. Avant de terminer ce live, je vais revenir sur le cas des prisonniers politiques, le cas de notre sœur qui a été depuis vraisemblable arrêtée, violée par 5 je dirais, bandits criminels de la gendarmerie ou des désordres. Donc, on arrête encore une femme et on la viole publiquement. Et ça, c'est un crime contre l'humanité de la femme togolaise, contre l'humanité. Et ceux qui ont fait ce crime-là seront poursuivis, qui en fera toute la sortie de la Méléna, et ils vont payer devant la justice togolaise.
l'histoire de ce crime fait à la femme togolaise, tout simplement pour la détruire, pour faire peur à toutes les femmes de ne jamais s'opposer au crime de faire dans tous les autres prisonniers aussi, nous vous invitons à devenir leur parents. Les jeunes qui sont arrêtés, apparemment, ils n'ont même pas de place pour toucher. Ils sont toujours debout. Ça amène des gens filés à leurs pieds, que c'est leurs pieds éclatés et tout. Dans cette situation-là de déshumanisation, ça peut faire peur à la jeunesse. La prison est utilisée comme un outil de terreur. Pour que le peuple ne se soulève pas, si on veut donner des chances au soulèvement, il faut déconstruire la violence. Et pour déconstruire la violence, nous devons les amener de la passion, c'est-à-dire de l'indignation de la violence, pour acter la rupture avec ça. Donc c'est très très important. Nous voulons également saluer la mairie du Golfe 4 pour cette mobilisation qui a amené à reconduire les incontournables. Il y a des gens de mauvaise foi qui ont appelé au boycott. Et tout à fait que toute l'opposition perd toutes les mairies au Togo. Disent que oui, il y a contribution ou compromis, ce qui est faux. Donc de la résistance, et pour nous, nous avons appelé à ce que les Togolais, sachant leur niveau, leur capacité à se révolter contre le régime de Fred Asindé, vu le rapport de force, on n'avait pas tous les éléments de la révolte. Donc, c'est dit que tous les Togolais dans toutes les communes se révoltent pour les questions internationales, les questions d'école, dans leur village, parce que ça les concerne. Et si chacun pouvait le faire sur toute l'étendue du territoire, nous avons des cocktails pour le soulèvement populaire. D'autres camarades ont choisi la stratégie de la terre brûlée. On peut donner le boulevard à faire décider d'imposer ses maires un peu partout. Et maintenant, les Togolais ont suivi le dictat de ses maires, le dictat des maires nommés. Ils n'ont pas pu de l'enterrer leur déchet pour aller avoir ce maire du côté. Il veut faire un acte d'état civil. Il veut voir ce maire du côté. Un peuple qui n'est pas capable de défendre le service de proximité, qui n'est pas mentalement, physiquement révolté suffisamment pour remettre en cause le minimum vital dans son quartier, nous avons des doutes que ce peuple-là serait capable d'aller faire face, déloger fort et assumer dans cette présidence. Donc, dans une lutte, il y a des petites batailles, il y a des grandes batailles. Si le peuple est capable de défendre son quartier, le peuple est capable aussi de aller défendre sa ville, son pays. Donc, alors ici, on voit tout simplement qu'avec le boycott, c'est la plafonture, c'est la peur au ventre, c'est la résignation. Alors que cette élection municipale aurait pu servir de tester la capacité de résistance de chaque quartier, de chaque ville, de chaque village, et parce qu'ils savent tous les services qui sont en jeu. On a raté l'occasion, et au moins, le dernier bastion je crois qu'il n'y a que 2 maires, un maire de FDR et puis un maire de la MC sur le territoire du Togo. C'est quand même assez préoccupant. Parce que nous estimons que ce n'est pas le vote qui est le problème, parce que le vote, c'est un pouvoir citoyen. Ce qui est le problème, c'est la fraude de la violence. Donc, si c'est la fraude de la violence qui est le problème, on ne peut pas abandonner le vote. Il faut plutôt trouver des mécanismes pour contrer la fraude, pour contrer la violence. Il faut être intelligent. Ce n'est pas parce qu'un voleur vient dans ma maison chaque fois pour voler mes biens que la solution serait d'abandonner la maison, laisser les portes et de laisser la maison parce que le voleur va venir de toute façon. Mais si je n'ai pas les armes pour contrer le voleur, moi je dois être rusé pour trouver des mécanismes pour protéger la maison. Et donc, ce n'est pas le vote qui est le problème au Togo. C'est un droit inaliénable constitutionnel du peuple togolais dans une république. Ce qui est en jeu, c'est la fraude et la violence. Maintenant, comment on résout le problème de la fraude? Comment on résout le problème de la violence? Ça passe par des stratégies d'intelligence, des stratégies de construction de rapports de force pour contrer cela. Je vais même donner un exemple que j'ai trouvé intéressant. C'est l'exemple des dernières législatives où
Quand on était ingénieur, vous pensez à des caméras cachées. Donc, dans leur méthode, ils ont pensé à des caméras cachées dans les lieux, même dans les lieux de vote, même dans les villages reculés. Après, on a découvert l'image du bois. Ça, c'est bien une stratégie. Si j'étais resté à la maison pour dire de toute façon, on va frauder, on ne verrait pas ces images-là. Donc, il faut faire preuve d'ingéniosité, d'intelligence, de ruse, et en même temps aussi de construction de rapports de force. Et donc, le boycott ne permet pas d'atteindre ces objectifs. Donc, on veut féliciter Jean-Pierre Fabre et puis son équipe pour le travail qui a été fait en termes de construction de la population, de l'électrification, mais aussi de centre de santé, le cadre de là, sur lequel pyramide, les femmes pyramides ont beaucoup travaillé, avec cette femme-là qui est en couche sur son l'enfant et la mère, et donc un centre qui s'appelle aujourd'hui On est là. Des pièces d'identité, quand on donne à des enfants que vous n'avez pas de pièces d'identité, quand même que sur le long chemin, les services à la population sont des services et qui sont aussi des espaces qu'on doit conquérir, n'est-ce pas? Parce qu'on peut pas laisser le RPT qui a géré Lomé pendant 30 ans en délégation spéciale, mais qui a également poussé à ce qu'il y ait des élections à la décentralisation. Le RPT trouve la stratégie de montrer Lomé en plus que l'opposition n'est pas à gérer la vie de Lomé. Et ça, c'est une stratégie du RPT. Qu'est-ce qu'on fait pour bloquer cela? On ne va pas donc leur laisser après le maire de délégation spéciale. Et donc, merci à tout à ceux qui se sont battus dans le cadre pour au moins maintenir un bassin de l'opposition. Et ça, au moins, ce n'est pas une question d'être proche de la RNC ou pas. L'opposition doit pouvoir avoir plus de terre un peu partout sur le terrain. Même si c'est pacifique, ça permet de préparer débarquement. Puis, la force de rupture